fait, on ne va pas être en désaccord, hein, donc il n'y aura pas de match, voilà. Il n'y aura pas de catch non plus. On sera plutôt synchrone, mais avec des angles d'approche un peu différents. Moi j'ai rencontré dans mon travail la sécurité culturelle. Il m'est arrivé d'en parler, mais ça n'est pas mon objet. Mon objet, ça a été l'identité. Mais en fait, les deux, évidemment, se rencontrent. L'identité culturelle, au fond, c'est une manière polie, propre, de désigner la xénophobie ou l'haltérophobie. C'est une manière de désigner la peur de l'autre. Mais c'est aussi une manière un peu savante d'exprimer quelque chose qui se dit dans l'espace public de manière simple, à la fois par des intellectuels, j'allais dire, et des gens appartenant à des catégories populaires. L'insécurité culturelle, c'est une manière de dire on n'est plus chez soi, ou on risque de ne plus être chez soi, ce qui est presque pire. C'est-à-dire on risque de perdre quelque chose que nous avions et que nous avons perdu. Et donc, mon sujet de réflexion, moi, ça n'a pas été l'insécurité culturelle, mais l'identité, comme ça a été rappelé. Bon, j'ai écrit un livre dont le titre est une pure provocation, ça c'est évident, l'identité c'est la guerre. À un moment donné, je me suis dit, il vaut mieux mettre les pieds dans le plat et tordre le bâton dans un sens pour, à un moment donné, secouer un petit peu le cocotier. En fait, je pense que l'insécurité culturelle, c'est aussi, j'allais dire, une autre manière de parler d'une obsession de notre temps, qui est l'obsession identitaire. Et moi, c'est cette obsession identitaire que j'ai cherché à comprendre, à analyser et éventuellement à déconstruire, à critiquer, essayer de proposer autre chose. Je pense que cette obsession identitaire, elle est née de la rencontre entre deux grands processus, on va dire à la fois intellectuels, politiques, mentaux. D'un côté, il y a une évolution internationale qui suit ce qui se passe au moment où s'arrête la guerre froide. Quand s'arrête la guerre froide, pendant quelques temps, un bref moment de 1, 2, 3 années au grand maximum, on a eu l'impression qu'on allait passer de la guerre froide à un nouvel ordre international. En fait, on s'est rendu compte qu'après la fin de la guerre froide, le monde n'avait pas été plus pacifié, mais au contraire, finalement plus instable qu'il ne l'était dans la période où l'ordre international était contrôlé par l'équilibre des deux grands. Et à ce moment-là, en 1992, est né le concept de choc des civilisations, qui a été récupéré par Samuel Huntington. Il ne l'avait pas inventé, mais il l'a récupéré, disant, au fond, désormais, ce qui rend le monde instable, c'est qu'il y a dans le monde quelques grandes civilisations. Chaque civilisation a à son cœur une religion. Et aujourd'hui, dit Samuel Huntington, ce qui est au cœur de l'instabilité mondiale, c'est une sorte de contraste. On a d'un côté une civilisation occidentale chrétienne qui est économiquement dominante, mais qui est démographiquement en déclin, et de l'autre côté, on a une civilisation musulmane qui, elle, n'a pas le monopole de la richesse, mais qui, par contre, est en pleine progression démographique. Et dit Samuel Huntington, c'est le conflit de la chrétienté et de l'islam qui va structurer, j'allais dire, l'évolution de l'ordre international dans les prochaines décennies. Et le problème, c'est qu'on est passé d'un concept théorique, le choc des civilisations, en 2001, on est passé à ce qu'on appelle alors l'état de guerre, et qu'on va définir comme la guerre contre le terrorisme, et le terrorisme, ça n'est pas le terrorisme en général, c'est bien entendu le terrorisme islamique. Et dans ce cas-là, on s'engage dans un processus qui est un processus qui mêle du matériel, c'est-à-dire qu'on organise la force qui va défendre la civilisation occidentale, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui fait, vous le remarquez, que les militaires et les flics, maintenant, on ne sait plus faire la différence, ne serait-ce que dans la manière dont ils sont équipés et dont ils font leur stratégie, hein, la militarisation de la police urbaine, hein, que nous connaissons depuis quelques années. D'un point de vue juridique,
c'est l'état d'exception, et d'un point de vue mental, c'est nourrir la peur, justement, de l'autre, de l'ennemi, de l'adversaire, de la civilisation hostile. Et donc, il y a d'un côté ce processus qui est le passage, encore une fois, du choc des civilisations à l'état de guerre, qui justifie, à un moment donné, des choses qui sont démocratiquement et juridiquement, humainement inacceptables. Et il y a un second processus qui a une autre chronologie et qui, notamment en France, prend naissance dans les années 70. Au début des années 70, il y a, après le choc de mai 68, le premier courant, au fond, à reprendre l'offensive, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite sous la forme de ce qu'on appelle la nouvelle droite, avec ce personnage étonnant qu'on appelle Alain de Benoît, très extrême droite, mais en même temps capable de dialoguer avec les marxistes, avec la gauche, d'entretenir la confusion. Et Alain de Benoît, dès les années 70, il énonce un propos qui est lumineux dans son expression. Il dit, dans des sociétés qui sont des sociétés déchirées par la modernité capitaliste mondiale, il y a des processus de décomposition. Décomposition des structures, j'allais dire, communautaires anciennes, notamment familiales, perte de repères, repères de classe, repères idéologiques, culturels, il y a des phénomènes de décomposition. Et à partir de là, toutes les procédures qui permettaient à des individus, en plus avec le développement des sociétés de l'individu, qui est la caractéristique de la modernité, tout ce qui permettait aux individus de s'identifier, de construire leurs appartenances, se trouve en crise. Et on a, dit Alain de Benoît, une crise d'identification, lui dit une crise d'identité. Et il a même cette formule, qui est une formule magnifique par sa simplicité. Il dit, au XIXe siècle et au XXe siècle, ce qui a dominé, c'est la question de l'égalité. Le XXe siècle sera dominé par la question de l'identité. La question centrale, c'est qui sommes-nous et sommes-nous chez nous et pouvons-nous rester nous chez nous? C'est ça qui va devenir la question centrale. Et j'allais dire, c'est pour moi la conjonction de ces deux processus qui crée l'obsession identitaire. Et il y a un homme qui est significatif de la rencontre entre les deux, c'est Huntington, qui est un mec incroyable. Parce que ce bonhomme qu'on a cité tout à l'heure sur le choc des civilisations, avant il avait inventé autre chose. En 1975, travaillant pour ce qui s'appelle la tricontinentale, qui fait un rapport sur la crise de la démocratie, lui propose comme solution à la crise de la démocratie ce qu'il appelle, parmi les premiers, la gouvernance, sur le modèle de la gouvernance d'entreprise. Ça, c'est 75. De 92, il nous balance le choc des civilisations, et en 2004, il explique que ce qui menace les États-Unis, c'est peut-être pas, finalement, véritablement l'islam, mais c'est la montée au sein de la société américaine des hispanophones qui vont remettre en cause le modèle culturel américain qui repose sur la domination des WASP. Donc la peur, à un moment donné, de ne plus être soi. Voilà. Donc Huntington qui fait le lien entre les deux. Pour moi, c'est ça, j'allais dire, qui crée, j'allais dire, l'obsession identitaire, qui est le soubassement de l'obsession identitaire. Et le problème, c'est qu'on a cette inflation, en quelque sorte, de la question de l'identité, vient de l'extrême droite. Petit à petit, elle gagne la droite, à la fois dans ses formes, j'allais dire, intellectuelles, modèle Finkielkraut, dans ses formes communicantes, le modèle Zemmour, et puis ensuite, ça gagne une partie de la gauche elle-même. Guy, lui, a été cité, Laurent Bouvet, Jean-Claude Michéa, qui fait partie, j'allais dire, de ceux qui reprennent en compte cette obsession de l'identité. Et ce qui fait, pour une part, me semble-t-il aussi, en plus de ce que tu disais, le succès de ces analyses, c'est qu'elles partent d'une réalité qui est la réalité fondamentale du capital, ce qu'on appelle la polarisation. Polarité, accumulation de la richesse à un pôle et de la pauvreté à un autre, dit-il. Le principe de polarité est constitutif de la logique capitaliste marchande. Mais eux, ils ont une lecture de la polarité extrêmement simple, c'est la logique binaire.
C'est une logique binaire qui fait que, disent-ils, sur la base de la mondialisation capitaliste, la société se clive en deux polarités, deux pôles, et les deux, c'est quoi? Mais s'il y a d'un côté une majorité qui ne se sent plus chez elle et des minorités multiculturelles, c'est l'opposition entre le haut et le bas, entre le centre et la périphérie, entre le in et le out, les inclus et les exclus, ou entre la mondialisation d'un côté et de l'autre côté la nation, ou même le village, qui est un thème qui est commun à la fois à Guy Louis et à Jean-Claude Michéa. Et donc, à un moment donné, il y a cette représentation binaire. Je pense, comme tu as essayé de le faire, et que je partage totalement ta critique, on peut critiquer de l'intérieur cette conception. Parce que si l'on réfléchit à la distribution de la polarité, si nous prenons par exemple le modèle Guy Louis ou d'autres, c'est certes il y a de la polarité, sauf qu'il y a quelques décennies, cette polarité, effectivement, par exemple à l'échelle internationale, pouvait opposer centre et périphérie, le nord et le sud. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'il y a du nord dans le sud, c'est-à-dire de la richesse qui monte dans le sud, et au contraire, la pauvreté qui monte dans le nord. Donc il n'y a pas un nord et un sud, mais des nords et des suds. Et si l'on regarde par exemple le modèle géographique, les géographes et les démographes ont fait remarquer à Guy Louis que si on prend par exemple l'espace métropolitain, on prend la région Île-de-France, à l'intérieur de la région Île-de-France, il y a du centre et de la périphérie partout. Et donc simplifier en parlant du centre et de la périphérie, ça ne décrit pas la réalité, et qui plus est, ça fractionne le peuple. Parce que nous dit Guy Louis, il y a le peuple de la périphérie, les blancs, les ouvriers blancs évacués, et puis il y a une autre partie du peuple, notamment les issus de l'immigration, qui se trouvent dans la métropole, donc qui se trouvent du côté des favorisés. Et donc au lieu de créer une convergence du peuple, le modèle de Christophe Guilly, au contraire, divise le peuple. Mais au-delà de ça, moi je me suis livré, je vais essayer d'aller vite là, parce que j'arrive presque à la fin de mon temps, j'ai essayé de faire une critique de la notion d'identité elle-même. Voilà. Critique de la notion d'identité. Elle est née, bon, c'est une notion qui existe depuis longtemps dans la philosophie, mais dans la pensée moderne, elle est née après la Seconde Guerre mondiale, notamment à partir de travaux sur la psychologie, et notamment la psychologie à vertu curative, du côté des Américains, ou des soldats américains, peu importe le détail. Et à partir de là, ça a été élargi aux autres champs de la société, de la science sociale. Or, à partir de là, on se trouve devant un objet dont, en le regardant attentivement, je me suis rendu compte qu'il a l'apparence de l'évidence, l'identité, bien sûr, qui n'a pas une identité, on a même des cartes d'identité. Donc l'identité, c'est simple, et en même temps, je me suis rendu compte que c'est un objet insaisissable. Je prends deux exemples. Il y a un chercheur, un grand chercheur de l'anthropologie, Claude Lévi-Strauss. Dans les années 60, il dirige une équipe de recherche sur l'identité. Il publie un livre collectif sur l'identité. Et là-dedans, qu'est-ce qui est écrit notamment? On parle de tout, sauf de l'identité. Parce que, comme le dit Lévi-Strauss lui-même, l'identité, c'est ainsi ça. Au fond, l'identité, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je vais le dire d'une autre manière. C'est les anthropologues ou les sociologues voient des procédures d'identification, c'est-à-dire des processus de construction individuelle et collective, mais pas des essences figées, c'est-à-dire des identités. Je prends un autre cas, Fernand Braudel, grand historien, magnifique historien. Il fait 3 volumes sur l'identité de la France. Ça s'appelle comme ça, l'identité de la France. Et dans l'introduction, il dit, ben, finalement, ce concept m'a bien embêté, parce que, en gros, ben, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, moi, mon premier constat, c'est ce constat, cette identité qui semble aller de soi. Quand on la regarde mise en œuvre, par exemple, dans les travaux de chercheurs, ben, on ne sait pas ce que c'est. Je me suis rendu compte, à partir de là, essayant de réfléchir, je vais vite, hein, un peu à la serpe, évidemment, je pense qu'en réalité, entre le moment où émerge, au début, fin des années 40, début des années 50, la notion d'identité dans la psychologie et les années qui suivent, on passe d'une identité processus
à une identité essence figée. Et donc on passe d'un mouvement à quelque chose qui se présente comme des réalités figées, posées les unes à côté des autres, et que l'on peut volontiers, à partir de là, opposer les unes aux autres. Et passer de l'existence des identités, évidemment, à un moment donné, au conflit des identités, avec voilà. Et donc, moi, à partir de là, ma proposition, je la résume, j'allais dire en 3 temps. Il y a d'abord une proposition radicale qui légitime, je l'ai dit tout à l'heure, ce que je reconnais comme étant une provocation. C'est-à-dire, on peut faire une critique radicale de l'identité, dès l'instant où on se rend compte qu'on utilise en fait un concept vide quand on parle d'identité, et j'allais dire la conclusion, la forme radicale d'expression de cette impression que l'on a entre les mains un objet qui semble simple et qui est en réalité dangereux, c'est la formule d'Amin Malouf quand il parle des identités meurtrières. Voilà. C'est l'identité, ça n'existe pas, mais par sa fixité et sa capacité, j'allais dire, à essentialiser les différences, elle peut conduire à un moment donné aux affrontements des identités et donc à la mort. Donc l'identité est meurtrière, c'est un peu ça, j'allais dire, que j'ai exprimé dans mon titre provocateur, l'identité, c'est la guerre. Deuxième attitude plus pragmatique, c'est une fois qu'on a enfoncé le clou, on peut discuter. D'ailleurs, on cogne d'abord, après on discute. La formule pragmatique, c'est de dire 2 choses. C'est d'une part, je préfère l'identification à l'identité, c'est-à-dire en règle générale, je préfère, quand j'en ai la possibilité, de parler des identifications qui sont des processus multiples, dans lesquels il y a des appartenances multiples, des éléments d'identification de cultures multiples qui définissent les individus et qui sont la base de la liberté. Se construire librement à partir des matériaux disponibles, c'est une composante de la liberté. Et puis l'autre élément, c'est de se dire, quand même, le mot identité il est tellement courant que on ne va pas mener des batailles de mots, j'allais presque dire, qui peuvent devenir inutiles. C'est, si on utilise le mot identité, que l'on prenne bien garde à en avoir une conception ouverte, mobile, contradictoire, qui fonctionne sur la combinatoire plutôt que sur la séparation et la différence. Et enfin, le dernier élément, et je vais terminer là-dessus, c'est politiquement, moi, j'ai une réflexion, alors je vais l'énoncer là aussi de manière un peu rustique, hein, c'est la victoire de l'identité, pour moi, dans notre société, ça n'est que l'envers de la défaite de l'égalité. Je reviens à la formule d'Alain Benoît. Quand il dit, avant, il y avait l'égalité qui était centrale, c'est ça qui construisait en particulier le conflit de la gauche et de la droite. La question de l'égalité est au cœur du conflit de la gauche et de la droite. Hein. La droite qui considère que l'inégalité est naturelle et qu'elle est bénéfique parce qu'elle permet la compétition, à condition qu'on accompagne l'autorité pour éviter la jungle, et la gauche qui considère que l'égalité, si elle n'est pas de nature, elle est de droit naturel, et que l'égalité est la base de, j'allais dire, une société qui peut vivre en harmonie et pas sur la base de la compétition et de la concurrence. Donc, la promotion de l'identité, ça n'est que l'envers de la défaite de l'égalité. Et donc, pour moi, si l'on veut, réduire l'obsession identitaire, et donc ne tournons pas autour du pot, si l'on veut réduire le socle idéologique qui est un des fondements de la percée de l'extrême droite dans nos sociétés contemporaines. Il faut redonner tout son sens, toute sa vigueur à la question de l'égalité et du combat pour l'égalité. Si l'on veut battre l'identité et son obsession, il faut rétablir, j'allais presque dire, la primauté de l'égalité dans le débat public. Et pour moi, ça a quand même quelques, j'allais dire, implications. Il ne suffit pas de dire qu'il faut redonner à l'égalité sa dignité. Pour moi, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. C'est d'une part, si l'on veut rétablir la primauté de l'égalité, il faut la raccorder étroitement à la question de la citoyenneté et à la question de la solidarité. Sinon, j'allais presque dire, l'égalité est quelque chose de mort. Et il faut d'autre part
renouveler la conception de l'égalité en tenant compte de l'évolution des sociétés. Et en particulier pour moi, il y a plusieurs choses de ce point de vue. Par exemple, il faut considérer que désormais, il y a dans la question de l'égalité, la question du combat, j'allais dire, contre les inégalités, doit s'articuler au combat contre les discriminations pour la dignité. C'est-à-dire au combat pour l'égalité, combat pour la dignité, combat contre les inégalités et combat contre les discriminations, ce sont deux faces indissociables du combat contemporain. Et si l'on s'en tient à l'égalité de redistribution et que l'on oublie de lutter contre les discriminations, on ne va pas jusqu'au bout de la logique de l'égalité. Ça signifie aussi abandonner des conceptions anciennes qui ont pu être propulsives de l'égalité. Par exemple, une certaine conception de l'égalité républicaine qui considère que pour être égaux, il faut être tous pareils. Tous égaux égale tous pareils. Et donc on met la blouse bleue ou grise pour les garçons, rose pour les filles, parce que quand même, il ne faut pas trop de commun, il faut un peu genrer l'égalité, etc. Donc, c'est la conception moderne doit à un moment donné non pas cultiver la différence, mais considérer à un moment donné que dès l'instant où il y a du commun, le commun signifie qu'il n'y a pas simplement tout le monde pareil. Et donc c'est penser plutôt le commun que l'unique, qui est une manière, j'allais dire, moderne de penser la question de l'égalité. Et donc je termine en disant, tout ça en fait, il faut se dire que ça doit être cohérent avec un projet de société. Voilà, si l'on veut l'égalité, il faut être capable à un moment donné de penser une société qui fait de l'égalité, citoyenneté, solidarité un moteur, par opposition à une société dans laquelle l'inégalité, au contraire, est fonctionnelle. Voilà. Et donc, à un moment donné, redonner son sens à la question de l'égalité, c'est la raccorder à un projet cohérent de société qui fasse de cette question-là, j'allais dire, le cœur des manières de se représenter les modes de développement contemporain et des dynamiques contemporaines. Voilà. Donc, je me suis attaché à la question de l'insécurité culturelle par le détour, mais j'ai l'impression que j'en étais pas non plus complètement éloigné, et je pense que de ce fait, ça peut être intéressant de croiser différentes approches justement de cette question de l'insécurité culturelle. Voilà.